8 candidats et plus que 4 jours pour convaincre les électeurs de se rendre plus nombreux aux urnes et de voter en leur faveur. Bonsoir, bienvenue en direct sur ATV pour le premier de nos 4 débats d'entre-deux tours de ces législatives 2017. Un par circonscription. Ce samedi, vous le savez, vous êtes rappelés dans l'isoloir pour départager les finalistes et désigner les 4 députés qui vous représenteront dans les 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. Pour vous aider à faire votre choix, ATV donne une nouvelle fois la parole aux candidats afin de confronter leurs motivations et les projets qu'ils entendent défendre pour la Martinique dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Des débats que j'ai le plaisir d'animer en compagnie d'Eddy Marajo. Bonsoir Eddy. Bonsoir Catherine. Et de Mike Erasque qui nous rejoindra tout à l'heure. Vous pouvez nous suivre en direct également sur la page Facebook d'ATV. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions via les réseaux sociaux, #DébatATV. Et nous commençons ces débats d'entre-deux tours avec la circonscription de Fort-de-France. L'affiche est exactement la même qu'en 2012. Le député sortant Serge Letchimy en ballottage favorable face à Francis Carole, le candidat du Grand Semblé. Serge Letchimy, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toute la Martinique. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Francis Carole, bonsoir. Bonsoir et merci à celles et à ceux qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Alors, on précise que vous disposez chacun de 10 minutes pour échanger, plus 1 minute de conclusion. Et l'ordre de parole au début et à la fin du débat a été déterminé par tirage au sort. Revenons d'abord sur les résultats du premier tour. Et l'on commence avec vous, Serge Letchimy. Vous comptabilisez 11 092 voix, soit 60,17% des suffrages exprimés. À 600 voix près, vous faites presque aussi bien qu'aux législatives de 2012, malgré l'échec de 2015. Est-ce que la traversée du désert est finie pour Serge Letchimy? Je ne peux pas répondre à cela. Bon, c'est une dynamique. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé en 2015. Nous en avons tenu compte de manière très humble. La proximité était quelque chose de très important. On a travaillé le terrain et surtout on s'est organisé. Je voudrais remercier les 11 092 électrices et électeurs qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Je voulais surtout aussi remercier et féliciter ceux et celles qui sont sortis parce que le grand vainqueur de ce scrutin, c'est quand même l'abstention. C'est dommage qu'on soit à ce stade de 75% d'abstention. Et le résultat que nous avons fait montre bien qu'il y a une forte dynamique sur Fort-de-France et une grande présence politique. Je constate que les 10 candidats qui ont été qui représentaient à la CTM ou le Grand Semblé va payer en chance, il y a 9 battus, il y a un seul candidat qui résiste. Et c'est un candidat d'ailleurs qui n'est pas très supporté par son camp. Donc ça montre bien aussi qu'il y a une situation politique extrêmement importante en Martinique où, au bout d'une année et demie, on sent qu'il y a une volonté de dire non à ce qui se passe aujourd'hui à la CTM. Je pense qu'il faut faire le lien parce que même si c'est une élection de parlementaires, il y a quand même un terrain qui est le terrain martiniquais où les gens souffrent, beaucoup de difficultés, une situation pratiquement arrêtée, freinée, des dysfonctionnements extrêmement graves et beaucoup de jeunes qui souffrent. Vous êtes déjà en train de faire la campagne de 2020, 2021? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Nous ne sommes pas à ce stade parce qu'il y a, je le dis, je le répète, un parlementaire n'est pas dans un nuage. Le parlementaire travaille à l'Assemblée nationale, il a les pieds sur le terrain. Oui, absolument, propose des lois et contrôle le gouvernement, cherche des moyens pour le développement de qui et de quoi, du peuple martiniquais, son progrès, son émancipation et surtout du pays martiniquais. Donc on ne peut pas se dispenser de dissocier le combat politique du parlementaire du terrain. Francis Carole, vous obtenez, 3057 voix contre 3580 en 2012, 500 voix de moins cette année. L'élan de la victoire de 2015 ne semble pas vous avoir profité. Comment expliquez-vous ce qu'on peut d'une certaine manière qualifier de contre-performance? Est-ce que c'est parce que vos alliés de gestion à la CTM n'ont pas fait bloc derrière vous dès le départ? On sait qu'ils ont présenté d'autres candidats au premier tour, Miguel Laventure, Marie-France Toul. D'abord, je veux remercier celles et ceux qui nous ont permis d'être au second tour et saluer les forces du changement, ceux qui ont souhaité le changement à Fort-de-France et d'une manière générale saluer celles et ceux qui se sont déplacés. Alors, ces résultats, de mon point de vue, sont extrêmement simples.
il y a un plein de voix que le PPM fait systématiquement, quelle que soit la situation. C'est 10 000, 11 000 voix. Je pense qu'ils ont atteint, disons, le seuil de ce qu'ils font généralement. Et puis, il y a quand même, et c'est ça qui est important, il y a quand même sur 65 000 électeurs, 45 000 qui ne se sont pas déplacés pour de multiples raisons. Et il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre. C'est ce qui est essentiel et c'est ça notre engagement. Quand j'entends dire par contre que le candidat du Sud n'est pas soutenu par son camp, je trouve ça un peu fort de café. En fait, Jeff Milor est soutenu par le même et les militants du même sont en train de soutenir massivement, de manière très forte, Jean-Philippe Milor. Le soutien d'Alfred Marie-Jeanne n'a pas été très clair dans cette campagne. Alfred Marie-Jeanne a toujours dit qu'il soutenait Milor, mais je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est simplement pour répondre. Quant à la performance des uns ou des autres, qui se réclament du Grand Assemblée, ce n'est pas lié nécessairement à l'action du Grand Assemblée, c'est lié aussi au parcours de chacun des candidats. Et puis, quand j'entends que le pays souffre, que tout va mal, etc., je veux rappeler des choses. Quand j'entends que le pays est à l'arrêt, je pense que peut-être que certains sont à l'arrêt depuis le 13 décembre 2015, mais le pays n'est pas à l'arrêt. Lorsque je lis les derniers chiffres de l'IEDOM et de l'INSEE, qu'est-ce que ces chiffres disent? Que nous sommes dans un parcours positif, que l'emploi a augmenté, notamment dans le secteur privé, qu'il y a plus de touristes, etc., et que les chefs d'entreprise se sentent plus optimistes. Pourtant, les électeurs n'entendent pas ce message-là, semble-t-il, non? Mais oui. Donc, alors, ceci étant, il y a encore d'énormes efforts à faire. Mais je rappelle simplement qu'entre 2010 et 2015, et ceux qui sont en train de donner des leçons aujourd'hui n'ont pas été capables de faire tellement bouger le PIB, le produit intérieur brut. Donc, par conséquent, je pense que véritablement, vous avez laissé le pays dans un sale état et que nous sommes en train de le redresser. Alors, Francis Carole, vous allez garder la main pour parler de la réserve de voix, parce que c'est aussi l'enjeu pour pouvoir inverser la vapeur. Le défi est important pour vous. Hein. Il vous faudrait récolter au minimum plus de 8000 voix. Vous allez cette fois bénéficier du plein soutien, contrairement au premier tour de l'Alliance. Alfred Marie-Jeanne, Claude Lise, Yann Monplaisir ont signé un communiqué en ce sens hein, dans la journée. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a une dynamique propre au second tour. Compte tenu aussi du nombre de candidats qu'il y avait au premier tour, il y a une dynamique propre au second tour et que les gens attendent. Et par conséquent, je pense que nous sommes dans le bon timing. L'objectif, c'était évidemment d'être au second tour, ça c'est important. Et puis, dans un deuxième temps, c'est gagner la bataille du second tour. Vous n'aviez pas de doute sur le fait d'être au deuxième tour? Non, nous n'avons pas de doute, évidemment, sur le fait d'être au second tour. Mais le premier tour prépare le second tour. Et aujourd'hui, je crois que les électeurs vont se déplacer massivement. Je vais vous rappeler quand même les chiffres de 2012. Serge Letchimy est passé de 11 713 voix à 15 188 voix. Donc le plafond a été explosé, le plafond dont vous parlez à 11 000 voix a été explosé. Vous êtes passé de 3 580 voix à 6 437 voix. Donc on voit que cette dynamique, elle est vécue et elle est obtenue par les deux camps. En quoi la vôtre sera plus forte cette fois-là, puisque le différentiel restait encore important entre les résultats de Serge Letchimy et le vôtre en 2012. Qu'est-ce qui cette année va changer la donne? Non, une élection n'est pas une opération arithmétique. C'est une opération politique. C'est-à-dire c'est la conscience des gens qui interviennent et il faut qu'il y ait des renversements de tendance. Or, ce que je crois comprendre, c'est que ce renversement de tendance est en train de se mettre en œuvre. C'est pourquoi nous appelons les Fouillalaises et les Fouillalais à se déplacer massivement et à relever le défi d'une victoire à Fort-de-France samedi prochain. Alors vous comptez, on l'entend bien, sur la mobilisation, parce que si vous deviez compter sur les voix de vos alliés de gestion, donc 708 pour Miguel Laventure, votre collègue au conseil exécutif, c'est 600 de moins qu'en 2012, 344 voix pour Marie-France Toul, la secrétaire générale adjointe du RDM. Avec ces voix-là, ça ne fait pas du tout le compte. Alors, c'est pas vous dire, aucune voix n'est à mépriser. Je salue d'ailleurs ces candidats et je les remercie d'avoir appelé à voter Francis Carole, Marie-Laurence Delors au second tour. Mais bien entendu, comme je le dis, il faudra aller chercher dans la réserve importante des abstentionnistes. Et c'est ce que nous comptons faire. C'est pourquoi il faut compter sur un changement important de l'attitude des électrices et des électeurs et qu'ils aillent voter dimanche.
Alors Serge Letchimy, Eddy Marajola l'a rappelé, vous aviez récolté 4000 voix de plus entre le premier et le second tour en 2012. Est-ce que vous pourrez en faire autant dans un contexte de baisse de la mobilisation? Et il faut aussi rappeler qu'à Fort-de-France, finalement, par rapport à 2012, la mobilisation n'est pas si en baisse que ça. Est-ce que vous n'avez pas déjà fait le plein de voix dès le premier tour? Pour vous donner des chiffres, on était au premier tour à 29,73%. Là, on est à 29,33%. Donc, c'est quasiment équivalent. Et il faudrait, pour retrouver les chiffres de 2012, que la participation augmente de 6 points et qu'on passe à 35% comme en 2012. La première chose qu'il faut noter, c'est que la participation à Fort-de-France est légèrement plus forte que la participation sur l'ensemble de la Martinique au premier tour. C'est très important. Il y a déjà une forte mobilisation. Est-ce qu'elle va s'accentuer? Pas déjà. Écoutez, si vous considérez, proportionnellement, si vous considérez que 30% c'est une forte mobilisation, bravo. Donc nous sommes d'accord que Fort-de-France a déjà voté. Oui, malheureusement, dans une démocratie. Mais la progression de plus 7% est possible. Donc on peut avoir une double tendance d'une augmentation à la fois de mon adversaire, mais aussi de notre part. Je voudrais revenir sur quelque chose de très précis. M. Carole, il ne veut pas entendre le mot sanction. Il veut pas entendre ça. Et ensuite, il emploie des termes qui sont un petit peu désobligeants, mais ce n'est pas grave. Oui, il a été sanctionné, il a fait moins au premier tour qu'il avait fait au premier tour de la dernière fois. Vous aussi, hein? Oui, certainement. Mais bien sûr. Mais beaucoup moins. C'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il y a, quand il dit que le pays va bien, il n'y a aucun problème, c'est vraiment incroyable. On n'est pas dans le même monde. J'ai l'impression, franchement, qu'il y a une espèce d'auto-suggestion que M. Carole fait, qui se transforme en auto-conviction. Ça va bien. Les associations de la Martinique entière souffrent terriblement, des licenciements partout. On est, en matière de vente de ciment, au niveau le plus bas, qui est un indicateur très important. On est au plus mauvais moment au cours des 40 dernières années. Il y a 37 ans qu'on avait 158 000 tonnes de ciment vendus et commercialisés. Le taux de croissance est en train de partir. Les fonds européens risquent de dégager. Le FSE n'est consommé qu'à 10%. Le FEADER pour les agriculteurs ne sont pas correctement consommés. Et l'ensemble des chefs d'entreprise que je rencontre me disent que la situation est assez grave. Et là où M. Carole a une responsabilité majeure, c'est dans le domaine social, c'est là où ça va le plus mal, où là on a le plus gros malaise. L'ensemble des associations sont dans une situation extrêmement désespérantes, sont en train de licencier des jeunes. J'ai un exemple, Transmédiation, qui permettait de stabiliser un petit peu le transport dans Mosaïque. Aujourd'hui, Transmédiation, n'ayant pas reçu, c'est un élément de la CFTU, n'ayant pas reçu ces subventions, on est passé de 70 jeunes dans les bus à 17 jeunes dans les bus. Donc, ce n'est pas vrai. Les choses ne vont pas bien. Et j'ai même l'impression, ce n'est pas seulement la Martinique va mal, c'est que la Martinique va très mal, mais on a le sentiment aussi que tout le monde est muselé à la CTM et qu'il ne se rend même pas compte qu'entre 2016 et 2017, on a diminué l'investissement global de moins 200 millions d'euros. Donc il est lui-même victime de quelque chose dont il ne sait même pas. Oui, mais on Donc il ne ne peut pas prendre de décision. décision. De la CTM, là, je répète, Mme Bilas, qu'un parlementaire n'est pas dans l'espace. Un parlementaire aussi travaille pour son pays et fait le constat des dysfonctionnements. Nous étions en train d'expliquer pour quelles raisons on a fait un tel score, moi-même, et pourquoi M. Carole est aussi bas. Je ne suis pas en train de faire le prétentieux de dire qu'il est bas et d'être content de ça. C'est son rôle d'analyser ses perspectives et sa combativité, mais je ne peux pas laisser dire que la CTM n'a pas été sanctionnée, d'autant plus on a fait croire aux gens qu'on pouvait être parlementaire et en même temps membre de l'exécutif, alors que la loi dit que c'est interdit. Serge Letchimy, on a l'impression que vous attendiez au moins ce premier tour pour pouvoir à nouveau parler, parce que entre 2016 et 2017, ce discours que vous tenez de manière très véhémente, on ne vous a pas beaucoup entendu. Non, pas véhémente, ferme. Bon, allez, si vous voulez. Mais ce silence, il était dû à quoi? C'était la guérison, c'était l'attente. Maintenant que vous avez gagné le premier tour, vous attaquez. Je vois que vous n'êtes pas très adepte de la philosophie indienne. Le silence, c'est l'expression aussi. D'accord. Y compris en politique? Y compris en politique, qu'on peut absolument, pendant un certain temps, rester silencieux, méditer, travailler sur le terrain et ne pas s'exprimer
tous les jours. Nous avons des collègues qui sont à la CTM ou ailleurs, qui travaillent. Et j'ai fait mon travail de parlementaire de la manière la plus claire possible. Gardez du temps, Serge Letchimy, il vous reste 4 minutes 40. On a parlé, enfin vous l'avez dit, hein, vous comptez sur un sursaut de mobilisation. Nous sommes allés à la rencontre des électeurs de la circonscription de Fort-de-France pour essayer de savoir pourquoi ils ne se sont pas rendus aux urnes samedi dernier et s'ils comptent y aller pour le second tour. Voyez ces réactions recueillies par Jean-Marc Dabreu et Michelet François. Est-ce que vous allez voter pour le second tour? Oui. Si ça n'a pas été comme on a voulu, mais on va revoter encore pour le second tour. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais maintenant, il y a tellement de choix. Et puis tout le monde, je suis désolée encore de dire que c'est pour leurs proches. Vous allez voter pour les prochaines... Là, j'irai. J'attends le deuxième tour pour voir pour qui je normalement dois voter. Il faut donner son opinion et après, si on ne vote pas, après il faut se taire. Si on n'est pas d'accord ou pas, donc au moins on a donné son avis et on sait quels sont les choix à faire. Non, je n'ai pas voté. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais deux, trois choses à faire, mais deuxième tour, oui. On est en vacances, on ne se prend pas la tête. Mais même par procuration, ça aurait pu être possible? Oui, c'est vrai, mais on ne l'a pas fait. Et la politique ne vous intéresse pas spécialement? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça reste toujours la même chose pour moi. J'imagine que c'est par rapport au nombre de personnes qui se sont présentées. Je pense qu'il y avait une sélection à faire, donc les gens se sont dit qu'ils vont aller carrément au deuxième tour. Je suppose que c'est par rapport à ça. Et puis les gens peut-être en ont marre aussi parce qu'il y a eu les présidentielles et puis assez rapidement les législatives. Donc en fait à un certain moment ils en ont marre, donc ils se disent qu'ils ne vont pas voter. Alors, on le voit bien, Francis Carole, qu'effectivement, si certains disent qu'ils n'iront pas voter, tout de même, on se rend bien compte qu'un certain nombre de gens, d'électeurs, entendent se positionner sur le second tour. Et c'est sur cette réserve-là que vous comptez. Oui, absolument. Je suis absolument confiant dans la capacité des électeurs à se mobiliser. Par contre, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses aux députés sortants. Si M. Letchimy a été sorti en 2010, en 2015, c'est bien parce qu'il ne parvenait pas à faire ce pourquoi il avait été élu. Donc les électeurs se sont dit, nous vous donnons votre exil, autrement le billet pas la peine. C'est démocratique. Par contre, lorsque nous disons que des observateurs, des spécialistes comme l'INSEE, l'IEDOM, disent que nous sommes dans un parcours positif, une trajectoire positive, cela ne signifie pas, il ne peut pas signifier que tout soit parfait. Ce n'est pas ça du tout. Nous savons les difficultés que les gens rencontrent tous les jours, des jeunes, des personnes âgées, dans les quartiers, partout. Et le poste que j'occupe aujourd'hui me met en contact quotidien avec cela et croyez que nous nous battons pour améliorer la situation. Et je dois dire... Par contre, si vous êtes élu, il y aura une déconnexion mécanique entre le terrain que vous observez sur l'ensemble de la Martinique, puisque vous êtes au Conseil exécutif sur l'ensemble du territoire, et votre rôle de parlementaire. Un politique qui se respecte n'est jamais déconnecté, quelle que soit la position qu'il occupe. Malgré la loi qui... Ah non, je n'ai pas parlé de cumul, ça c'est autre chose. Oui, je parle de cumul. Il n'y aura pas de cumul. Le cumul, c'est fini. Il n'y a pas de cumul. Bon, je parle de connexion par rapport à la réalité. Mais je voudrais dire aussi que, quand même, M. Letchimy a beaucoup de toupet. Vous nous avez laissé une CTM avec des millions de dettes. Vous nous avez laissé, par exemple, je prends un exemple très simple, Boostons l'emploi avec des jeunes. Vous avez élaboré ce projet en octobre, vous êtes parti sans laisser de budget pour prendre en charge les centaines de jeunes qui avaient été employés dans des entreprises. C'est nous qui avons payé 6 millions d'euros. Il y a des factures de 2012, de 2013, de 2014 dans le logement que vous n'avez pas payé et que nous sommes en train de payer. Donc je propose une série d'exemples qui montrent que vous avez laissé la situation dans un état catastrophique et finalement vous êtes non qualifié pour donner des leçons. Et c'est une pratique permanente chez vous. C'est ce que vous avez fait à la mairie de Fort-de-France en laissant 220 millions de dettes jusqu'en 2032. Et c'est ce que vous avez fait aussi à la collectivité territoriale. Ce qui est important de dire, c'est que nous sommes en train de mettre en place les grandes politiques qui nous permettront de répondre à la situation martiniquaise. Le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Mais évidemment, les politiques que nous mettons en œuvre n'ont pas un effet
immédiat. Il faudra attendre quelques mois, mais d'ores et déjà, nous avons réglé des questions... Alors, je vous laisse conclure très rapidement, parce qu'on ne va pas refaire l'élection de la CTM. Voilà, il faut parler de l'Assemblée. Je veux bien... Oui, mais justement, là, vous êtes à 4 minutes, donc finissez sur ce propos. L'élément, il faudrait l'interrompre aussi comme ça. Oui, mais lui aussi, je l'ai interrompu, il est à 4 minutes. L'élément symptomatique, l'exemple symptomatique, c'est le Chicha. Vous avez investi des dizaines de millions pour la construction, la reconstruction de l'hôpital de la maternité, de Redoute. Et finalement, pourquoi faire? Pour ne jamais finir. Or, nous avons pu reloger ces lycéens et le personnel, et nous allons lancer la reconstruction du Chicha sous peu. Donc, alors, monsieur Letchimy, de grâce, ne donnez pas de leçons parce que vous n'avez pas. Alors, monsieur, vous êtes tous les deux à 4 minutes. Donc, soit on parle de la CTM pendant tout le débat. Vous avez planté le lycée Chalcher, vous avez planté le TCSP. Et la deuxième chose, je vous mets au défi de donner une preuve comme quoi la ville de Fort-de-France a été en déficit. Je vous donne, je vous mets à l'épreuve. Prouvez, laissez-moi m'exprimer. Je vous mets au défi de prouver que la ville de Fort-de-France a été elle soit en déficit. Et nous avons même baissé les impôts lorsque vous l'augmentez. Je vous mets au déficit de dire que la CACEM était en déficit. Et je vous mets en déficit de dire que la région Martinique a été en déficit. Simplement parce que vous avez trois juges qui ont fait leur travail, qui ont dit que c'est un excédent de 546 000 €. Vous avez décrété qu'il y a un déficit. Vous n'aurez plus de temps pour parler de l'Assemblée nationale. Monsieur, nous n'allons pas refaire ni le débat municipal, vous aurez le temps, ne vous inquiétez pas, dans quelques mois, ni celui de la CTM, ça c'est encore plus loin. Sir Letchimy, imaginons que vous soyez élu samedi. Se pose la question pour vous et pour l'ensemble des gens qui vont voter à cette élection de savoir où vous irez parce que vous connaissez la situation. On l'a annoncé, plein de gens se sont moqués de nous. Oui, les sondeurs, vous faites mal votre boulot. Très clairement, ce qui avait été dit concernant l'Assemblée nationale est en train de se vérifier avec une très très large majorité pour Emmanuel Macron. Vous irez où? J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais être très bref. C'est intéressant parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont débarqué, qui étaient en vacances, qui arrivent, qui vont voter pour le deuxième tour. Ceux-là ne savent pas où vous irez. Pas de problème. Nous avons été très clairs, le Parti progressiste martiniquais, et nous a une habitude, une pratique. Nous allons aux élections, nous sommes un parti martiniquais, et nous travaillons pour savoir avec qui nous serons apparentés. Je dis bien apparentés, pas soumis à qui que ce soit. Donc nous allons négocier avec En Marche, ce qui est possible, ne ferme pas la porte, mais s'il n'y a pas de réponse par rapport à ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour notre pays, je pense à la zone franche expérimentale avec des ports francs, je pense aussi au plan d'investissement majeur pour la Martinique, on viendra etc. Oui, mais c'est très important. S'il n'y a pas de réponse, on ira dans l'opposition. On sera éventuellement... Alors, quelle opposition? On verra. Écoutez, nous avons une tradition d'être apparentés aux socialistes. Et les socialistes, il ne reste plus grand-chose, a priori. Je savais que vous alliez dire ça, mais je vous dis, attention. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Ce n'est pas parce qu'il y a une disparition du Parti socialiste en tant que tel que les idées de gauche disparaissent. Non, nous, on vous parle du groupe socialiste. Je choisirai. Le groupe socialiste est là, quasiment en train de se demander s'il va exister entre 15 et 20, vous vous rendez compte, pour la famille socialiste. Laissez les choses se faire. On a fait beaucoup de spéculations. Vous savez pertinemment que je suis très sévère avec des amis socialistes, mais laissez les choses se faire pour savoir combien de parlementaires ils auront, est-ce qu'ils auront un groupe ou pas. Nous ferons un choix. Pour l'instant, le comité national ne s'est pas prononcé. Donc, a priori, Macron, même si des membres... Pourquoi a priori? Non, mais vous l'avez dit. Vous avez dit d'abord négociation Macron, ouais, c'est ce que je disais. Nous verrons avec les socialistes ici. On aura une négociation pour être apparenté, parce qu'il n'est pas question de fondre le Parti progressiste martiniquais dans un mouvement, quel que soit le mouvement. D'accord. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question, comme à tous les autres, si vous serez macroniste. Mais on a bien l'impression que vous aussi, vous aurez des difficultés à trouver un groupe si vous êtes élu, parce que le groupe qui vous sied naturellement, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Et là encore, ils ont des petites difficultés, probablement, pour constituer un groupe, puisque 15 députés, ça va être extrêmement difficile. A priori, imaginons qu'ils ont un groupe. Vous irez dans ce groupe-là? Nous souhaitons aller dans le groupe, qui soit un groupe évidemment de gauche, où nous avons la possibilité de nous exprimer largement sur la Martinique pour défendre les intérêts de la Martinique. Et moi, je suis extrêmement surpris de constater que durant les 5 dernières années, le député sortant a voté
toutes les lois proposées par le gouvernement socialiste français, y compris les lois qui ont amené finalement à une réduction des aides de l'État aux collectivités d'une manière générale, et par exemple la fameuse loi qui demandait de revoir la prescriptibilité des crimes sexuels, il a voté contre cette loi. Et moi, je trouve que cette attitude de soumission constante au Parti socialiste sur une série de lois est quelque chose qui est néfaste pour la Martinique. Nous voulons avoir une totale liberté dans ce que nous considérons comme allant dans l'intérêt de la Martinique. Vous serez dans une opposition constructive ou... Nous Parce serons, qu'il y a des choses qui, semble-t-il, qui vous plaisent malgré tout chez Macron. Ce serait quoi? Ben, par exemple, tout ce qui touche à la baisse des cotisations sociales, tout ce qui touche à l'effacement... Monsieur Macron, j'ai entendu un certain nombre de vos militants dire que... à la baisse de la CSG qui va appauvrir les ménages les plus en difficulté. La hausse de la CSG. Ouais, à la hausse de la CSG qui va baisser les moyens des familles les plus en difficulté. Nous ne pouvons pas admettre ça. D'autre part, il y a tout le détricotage du Code du travail qui est en train de se mettre en œuvre. Donc je crois que notre combat devra être aussi un combat social, un combat contre les inégalités, et un combat pour préserver les acquis sociaux des travailleurs d'une manière générale. Alors, avant de passer la parole à Mike Irask, qui nous rejoindra sur ce plateau, nous avons 2 minutes 20 chacun pour parler du bilan pour l'un et des priorités, des projets pour l'autre. Et vous aussi, j'imagine que vous avez des projets. Alors, Serge Letchimy, vous avez derrière vous déjà 2 mandatures. En tant que député, vous défendez donc 10 ans de bilan, quelque part. Est-ce que les Martiniquais en mesurent les effets concrets, vu qu'on continue de dire que rien ne va et que rien n'avance et que rien ne s'améliore? Avec une sévérité très rapidement, il y a 2 allusions faites par M. Carole concernant la contribution au redressement des finances publiques. C'est quand même assez impressionnant qu'un indépendantiste dise qu'il ne faut pas que la Martinique participe à la réduction du déficit public. Et nous avons pris la précaution d'atténuer les conséquences financières sur l'ensemble des communes et sur la région. Donc ce texte-là, s'il y avait à voter pour que la réduction du déficit public national soit une réalité, je ne vois pas pour quelle raison on ne contribuerait pas, nous, Martiniquais. C'est une question de solidarité nationale. Concernant l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, j'ai été extrêmement clair là-dessus. Le premier texte qui a été présenté, c'est un texte qui n'était pas constitutionnel. Ce travail a été fait par la suite d'amélioration globale du texte pour assurer la prescriptibilité sur tous les faits sur mineurs. Et ce texte a été voté, c'est même pas ça, en février 2017. Et le groupe socialiste a voté. Donc on n'a pas de problème d'interprétation là-dessus. Ceci étant, par rapport à votre question... À quel moment on mesure les effets de vos actions à l'Assemblée nationale? D'abord, mesurer ce qui a été fait. Bon, vos concurrents, Martinique Première et d'autres chaînes, ont fait un état de ce qui s'est passé, le bilan, qui montre bien qu'il y a un travail colossal qui a été fait. Mais maintenant, ce sont les conséquences sur le terrain. Je prends l'exemple de la loi sur l'habitat indigne. Ça a permis de débloquer des opérations de résorption d'habitat insalubre qui étaient implantées pour des raisons juridiques, mais aussi financières. On voit que ça recommence. Deuxièmement, ça va accélérer le processus extrêmement intéressant de délivrance de titres de propriété pour ces personnes. C'est environ 8 à 9 000 familles qui n'ont pas de titre de propriété à Fort-de-France. La deuxième chose, c'est la loi sur la biodiversité, avec sur le Grenelle de l'environnement, et ensuite sur la biodiversité, avec un amendement qui a permis de reconnaître les plantes médicinales anti-S dans la pharmacopée globale, mais pas seulement les molécules et la richesse biologique, mais aussi les usages qui sont liés et les retombées. D'ailleurs, c'est la CTM qui devra donner l'autorisation pour les accès. Et puis le travail plus concret, notamment sur la loi sur l'égalité réelle, pour les petites personnes, les personnes pauvres, l'augmentation du minimum vieillesse de l'ordre de 10 à 20%, l'application du complément familial de manière égale entre une famille qui se trouve à Montpellier et ici, en Martinique, il y a un écart de 100 €. Et puis des actions extrêmement importantes dans le BTP, reconnaître le BTP comme secteur prioritaire, ça aura des conséquences, mais aussi réserver un tiers du marché public pour les entreprises locales. C'est aussi des combats qui ont été gagnés à l'Assemblée nationale et qui porteront
qui porteront des fruits. Et puis la dernière chose, c'est la grande loi sur la diplomatie territoriale nous permettant de nous connecter correctement par rapport à notre géographie cordiale. Je vais parler des Amériques, mais aussi pour la Réunion, avec l'Afrique du Sud, avec la Somalie. C'est un espace économique dont on n'a pas encore pris la mesure, et c'est pour ça que j'ai employé le mot dans mon texte de diplomatie territoriale. Alors Francis Carole, en quoi le beau bilan du sortant, tel qu'il le présente, est-il critiquable? Qu'avez-vous de mieux, vous, à proposer finalement? Non, ce que je veux dire, le député sortant est atteint de ce que, je dis ça sympathiquement, hein, du syndrome de la fontaine Guédon. C'est-à-dire c'est cette fontaine qu'on a prévu de rénover depuis 16 ans et qui n'a jamais été. Quand on regarde, non, c'est pas dans le mépris. Quand on regarde un tel discours. Vous respirez la haine, quoi. Quand vous me parlez, j'ai l'impression que vous haïssez les personnes. Je ne sais même pas si vous aimez Fort-de-France. Pas du tout. Parce que si vous aimiez Fort-de-France, vous avez dû voter tout ce qu'on a proposé pour Fort-de-France à la région, y compris le festival culturel. Ne pas laisser déplanter les palmiers de Sainte-Thérèse. Ça a été voté. Ne pas laisser M. Marissin déplanter. Voici la lettre du maire de Fort-de-France. Nous remercions des aides que nous apportons à la cité. Voilà la lettre de M. Marie-Jeanne qui refuse le financement du carnaval. Laissez-le s'exprimer, vous n'avez pas été interrompu. Non, mais écoutez, M. Carole, évitez peut-être l'invective de manière systématique comme ça. Je ne n'invective pas. Ah oui. Sur vos propositions. Par contre, le festival culturel a été financé. Ce qui n'a pas été financé, c'est les fonds européens, parce que les fonds européens ne sont pas utilisables pour ce genre d'opération, on l'a expliqué. Ensuite, sur nos propositions, ce qui est extrêmement simple, il nous semble que l'essentiel aujourd'hui tourne autour de notre capacité à développer la Martinique. Nous avons mis en place ce que nous appelons le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il faut que l'État nous accompagne financièrement dans la mise en place de ce plan, parce qu'il y a deux manières d'avoir de l'argent. Ou on baisse le coût du travail, on appelle les investisseurs, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas souhaitable, ou les pouvoirs publics s'investissent massivement. Et puis, la question des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, nous avons lancé un schéma qui est sur le point de finir. Là aussi, il faut des moyens pour accompagner les gens. Et puis, j'ai proposé aussi ce fameux plan. Vous parlez de moyens d'État? Des moyens d'État, ouais. Ensuite, nous avons proposé un plan que nous appelons le plan d'urgence pour la jeunesse des régions ultrapériphériques, parce que la Guadeloupe, la Guyane, etc. sont dans le même cas que nous. Et pour avoir la capacité d'agir sur l'État français, il faut que nous nous mettions ensemble. Et puis il y a des lois qui concernent aussi tout ce qui concerne la pédopornographie par Internet, le phénomène d'émule, le phénomène des violences scolaires, qu'il nous faudra accompagner. Et puis un dernier élément qui me semble important, chaque fois qu'on essaie d'aider des gens à rénover leur logement, il y a une part de 20% que chacun doit mettre. Ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, je n'accuse personne, c'est que les personnes ont du mal à mettre ces 20%. Il faudra trouver un dispositif pour aider ces personnes à pouvoir effectivement boucler leur budget et permettre à ces maisons de se mettre en place, de se construire. S'il fallait, en un mot, chacun, très, très courtement avant de passer la parole à Mike Irask, dire à ceux qui nous regardent qu'est-ce qui différencie Serge Letchimy de Francis Carole et Francis Carole de Serge Letchimy. Mais tout. En quelques mots. Mais tout. Vous avez entendu ce que M. Carole vient d'indiquer. Il fait des plans. Un an et demi après, il fait des plans. Un an et demi après, il fait des plans. Donc, je me demande à quel moment la Martinique va entrer dans un schéma d'investissement. Ce n'est pas un pays qui investit encore. Le taux de croissance de la Guadeloupe est beaucoup plus élevé. Et d'autant plus que je reviens au Parlement, M. Macron a prévu les étages généraux. Il a prévu un fonds d'investissement exceptionnel de l'ordre de 1 milliard d'euros. La négociation va commencer assez rapidement. Et comment on va faire? Qui négocie avec qui? Nous avons voté, parce qu'il va falloir négocier pour ne pas avoir 1 milliard d'euros, mais plus qu'un milliard d'euros pour l'ensemble de l'outre-mer. Mais il faut des projets. Et s'il n'y a pas de projet, ils ont tout arrêté comme chantier et il n'y a rien à proposer. Il n'y a aucun projet nouveau, sauf le lycée Schellcher. C'est moi qui ai le permis, c'est moi qui ai lancé l'appel d'offres, enfin, mon équipe, pas moi personnellement. Donc ça va se faire, tant mieux, je suis très content. Que si jamais ça commence un jour, mais il n'y a absolument rien à proposer comme stratégie de développement. Et ce qu'il va falloir proposer très rapidement au gouvernement, à l'État, c'est un chantier Martinique pour sortir de ce marasme-là où on est en train de s'enfoncer. Francis Carole. Le lycée Schellcher commence dans 2 semaines. Ça, c'est une première chose. La seconde chose qu'il faut dire, c'est que nous avons 43 chantiers en cours aujourd'hui. Nous ne faisons pas que des plans. Nous avons investi, nous avons fait un emprunt de 100 millions que nous avons investi dans l'économie. Mais il faut des plans parce qu'il faut quand même aller de l'avant et avoir une perspective.
cette perspective définie aujourd'hui nous permettra de mieux mettre en cohérence les acteurs politiques et de négocier avec l'État. C'est pour cette raison qu'on devrait choisir Francis Carole plutôt que Serge Letchimy samedi. 1 milliard ne suffit pas, c'est clair. Par contre, ce que je veux dire, quelle est Très la différence rapidement. entre Serge Letchimy et moi-même? Je pense que c'est l'éthique et la vision politique. Et j'ai tout dit en disant cela. Très bien. Très bien. On a bien compris que le débat s'est complètement déplacé sur le terrain de la CTM. On espère que tous ceux qui vous ont écouté ce soir y penseront. Et de là, nous passons la parole à Mike Iras, puisque ces élections législatives et leurs résultats ne seront pas sans incidence sur vos parcours respectifs et aussi la redistribution des forces sur l'échiquier politique local. Et à ce titre, les résultats du premier tour sont déjà riches d'enseignements. Mike Iras que nous aide à lire entre les lignes. Et c'est à vous, Mike. Bonsoir. Bonsoir Kathleen, bonsoir messieurs. Et donc vous aurez 2 minutes chacun pour cette partie. Il restera la minute de conclusion. Alors, Serge Letchimy, est-ce que votre bon résultat du premier tour vous fait déjà penser à ce que certains appelaient de l'autre camp, la mère des batailles, c'est-à-dire l'élection de la CTM en 2021, si je ne m'abuse? Ou pas du tout? Non, je ne suis pas sous ce type de schéma-là. Une élection à la fois, quoi. Non, c'est une élection. Les Foyalais et Foyalaises nous ont fait confiance, continuent à nous faire confiance. Nous sommes là effectivement depuis très longtemps. Il y a certains qui contestent même cette existence de 56 ans de présence de Césaire, de 10 ans de présence de Letchimy. Nous sommes sous ce schéma d'une élection et d'une organisation politique qui continue à servir le peuple martiniquais et non de se servir du peuple martiniquais. Et j'ai le sentiment que Fort-de-France est une proie pour certains qui veulent gagner Fort-de-France pour pouvoir régler des comptes et des problèmes politiques. Au-delà de la seule question du PPM, est-ce que l'avenir de EPMN, Ensemble pour une Martinique Nouvelle, vous semble durable? Je vous pose la question parce qu'après la défaite pour l'élection de la CTM, certains membres d'EPMN avaient déploré un manque de consistance idéologique, de ciment idéologique liant les diverses composantes de l'Alliance et avaient parlé de manière implicite d'alliance de circonstances et finalement d'alliances électorales, voire électoralistes. Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait eu et Justin Pamphile l'a reconnu dans les médias, qu'il y ait eu des discussions entre vous et M. Bruno Nestor-Azero avant le premier tour de l'élection législative dans le Nord, n'est pas le signe justement d'une fragilité idéologique au niveau de l'Alliance elle-même? Vous avez peut-être constaté, si vous faites une bonne lecture des résultats, que nous avons qualifié 3 membres de PNM. Ça ne m'a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé. Bon. Et deuxièmement, David Dinal, que je félicite, a fait un score tout à fait fabuleux. N'oubliez pas de répondre à ma question. Oui, je vous répondrai. Mais EPNM n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Et nous ne non, pas du tout. Nous ne souhaitons pas que PNM soit un parti politique. Autrement, c'est vous avez été la disparition par EPMN pour cette élection. Mais non, écoutez, vous avez le PPM. Vous avez été merci de le dire. C'est d'abord le PPM. Et ensuite, pour la cohérence, pour éviter qu'on ait 2 candidats et du même rassemblement sur le même site, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Sud. Mais c'est un problème de tactique, Mme Saïd Sultan et M. Nilor. Et c'est ce qui s'est passé dans le centre avec combien de candidats? 3 candidats du rassemblement de la CTM. Donc, pour éviter ce genre de choses, on a fait un travail de cohérence. Mais le PNM n'est pas un parti et que c'est logique qu'il y ait des divisions, des difficultés, des dialogues et des discussions. Mais bien entendu, c'est vivant. La démocratie est vivante, hein. Elle n'est pas morte. Elle ne se décrète pas par l'autoritarisme d'un individu. C'est un peu ce qui se passe ailleurs. Merci. Alors, Francis Carole, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que dans votre communication médiatique, dans les meetings, vous n'avez pas donné trop d'importance ou de poids à certaines réalités récentes, comme par exemple la défaite de la CTM, de l'Alliance EPMN? Parce que c'était très présent dans votre argumentaire. Et au final, au vu des résultats de ce premier tour, évidemment, on se demande si l'électorat foyalais, singulièrement, en a tenu compte, quoi. Non, très honnêtement, dans la campagne que nous avons menée, nous avons mis en avant des analyses sur la situation, évidemment, parce que c'est l'occasion pour nous de procéder à l'élévation des consciences, à l'éducation et au débat politique au sens propre. Jamais d'attaque personnelle sur des individus, contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs. La seconde chose, c'est que nous avons, quand je prenais la parole, c'était pour
exposer nos propositions. Donc nous avons fait une campagne de propositions, mais évidemment... Mais la défaite de l'adversaire, j'allais dire presque historique, était récurrent dans vos propos. Non, ce n'est pas... Cette mention d'une défaite encore récente, etc. Non, ça n'a pas... Mal vécue par Serge Letchimy. Non, je ne sais pas s'il vit mal sa défaite. Mais... Attention à M. Letchimy, à votre temps de parole. Voilà, laissez-le parler. Et... Allez-y. Donc, non, nous avons ciblé toute notre campagne sur une explication sur les projets que nous avions, évidemment, et sur les limites du bilan de l'adversaire. Alors, M. Carole, Alfred Marie-Jeanne, qui vous a soutenu et qui vous soutient encore dans cette campagne, vous avez donné pour mission, mais j'imagine, corrigez-moi si je me trompe, que c'était une boutade, pour mission de, je cite de mémoire et en substance, de faire s'effondrer Fort-de-France, enfin le PPM à Fort-de-France, pour qu'après, je cite, tout le reste et EPMN s'effondre. Est-ce qu'au vu des résultats du premier tour, vous pensez que cette mission presque historique, s'avère compromise? Alors, il ne s'agit pas de faire s'effondrer Fort-de-France. Bien sûr, je me suis repris. Très bien, je suis trop attaché à Fort-de-France pour y gagner à Fort-de-France, il fallait gagner à Fort-de-France. Évidemment, lorsqu'on gagne dans une capitale, évidemment, ça a une répercussion politique majeure sur l'ensemble du pays. Donc, est-ce que cette mission est accomplie? Nous sommes au premier tour, nous préparons un second tour. Au soir du second tour, je pourrais vous dire que cette mission... Les résultats du premier tour montrent qu'elle est compromise. Je vous ai expliqué, madame, que vous faites de l'arithmétique, moi je fais de la politique. Et la politique, c'est d'abord de convaincre les consciences. On va voir en fin de résultat. Donc, et je pense que nous avons aujourd'hui les moyens de faire en sorte que les Foyalaises et les Foyalais se déplacent massivement et aillent voter samedi Francis Carole, Marie-Laurence Delors. Non, tu n'as plus de temps. On n'a plus de temps, malheureusement. Nous arrivons à la conclusion de ce débat. À la fin, l'heure, messieurs, justement, de conclure et de vous adresser directement aux électeurs de la circonscription de Fort-de-France ce soir. Et c'est vous, Serge Letchimy, qui concluez en premier. Électrices et électeurs de Fort-de-France, je voudrais tout d'abord vous dire merci de tout mon cœur. Depuis des années, nous travaillons au bien-être de la ville, au développement de la ville. Ce n'est pas facile. Je voudrais aussi féliciter ceux et celles qui sont sortis, qui se sont exprimés sur d'autres candidatures. Il n'y avait pas de petites et grandes candidatures. Je vous demande véritablement pour ce deuxième tour de vous mobiliser pour éviter l'abstention. C'est la première chose, mais surtout pour organiser une représentation à l'Assemblée nationale de qualité et quelqu'un qui est dans la rigueur et surtout dans la détermination de bien faire pour que Fort-de-France et la Martinique puissent en profiter. C'est pour ça que je vous demande cette mobilisation forte. Une abstention, c'est quelque chose qui n'est pas à critiquer pour critiquer, mais c'est une absence de participation et de contribution à un acte citoyen. Sortez samedi, sortez le 17, je vous demande de voter pour Serge Letchimy et Didier Laguerre. Merci à Serge Letchimy. Francis Carole, c'est à vous. Chers Foyalaises, chers Foyalais, je veux, comme je l'ai précisé au début, vous remercier d'avoir voté en faveur de Francis Carole et de Marie-Laurence Delors au premier tour. Je salue aussi tous les autres candidats du changement. Il y a une majorité de Foyalais qui souhaitent que ça change. Mais pour que les choses puissent aller de l'avant, il faut être convaincu que seul le peuple a le pouvoir de décider, que seuls les électeurs ont la capacité de dire qui sera demain député. Rien n'est joué, quoi qu'on en dise. Tout dépend de vous, tout dépend de votre mobilisation. Fort-de-France est en train de s'étioler. Le député sortant, quoi qu'il dise, a un bilan qui finalement l'a amené à voter toutes les lois antisociales du gouvernement de M. François Hollande. Nous ne voulons pas un député qui soit en situation de soumission par rapport à une équipe qui est en place. Nous voulons négocier avec tout le monde, nous allons négocier avec le gouvernement en place, nous aurons une politique d'ouverture, mais il faut opérer le changement nécessaire que Fort-de-France attend. Je vous appelle donc à voter massivement samedi et de faire voter Francis Carole, Marie-Laurence Delors. Merci.
Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, premier de nos 4 débats d'entre-deux tours. Je vous remercie également de l'avoir suivi. Rendez-vous demain soir, toujours en direct à 20 h sur ATV pour le débat entre les finalistes sur la circonscription du Sud. Le député sortant Jean-Philippe Linor sera face à son adversaire Sylvia Seissoutan. Très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes. À demain.